Bonjour, je suis Suzy Desrosiers, auteure et éditrice. Bienvenue à la première d'une série d'émissions où je vous présenterai des livres de tout genre littéraire, d'auteurs et d'autrices d'ici et d'autres régions du Québec. Je partagerai avec vous des extraits de ces livres et j'aurai le plaisir de recevoir en studio des auteurs et des autrices qui nous parleront de leur démarche littéraire. Aujourd'hui, je vous présente 4 livres, 2 romans, un recueil d'anecdotes et un recueil de poésie. Tout d'abord, je vous présente « Envoie-moi un ange » de François Thérien. Il s'agit d'un premier tome d'une trilogie. François habite la région de la Montérégie, mais c'est un auteur qui est originaire de notre région. Il a travaillé dans les Forces armées canadiennes. Ce livre, c'est un récit fictif qui relate des périodes d'existence de Frank Beck, militaire, et de sa jeune famille. Le livre est raconté par son compagnon d'armes, James Little. C'est la vie d'un homme qui est marqué par l'épreuve, pas une, mais 2 épreuves. Un être accablé qui doit puiser au plus profond de lui-même la force et la persévérance pour émerger de son marasme. Ce récit prend toute sa richesse par sa dimension spirituelle et les valeurs qu'il véhicule. L'accueil, l'entraide, la loyauté, la résistance, mais surtout l'amour qui est source de vie et d'espoir. Ce livre amène les lecteurs et les lectrices à se poser les questions suivantes. Est-ce que les anges existent? Dans les moments d'apprentissage de la vie, doit-on y croire ou seulement y espérer? Ça va même jusqu'à se poser la question, est-ce que le paradoxe du bien et du mal représente une réalité évidente des anges ou une hallucination d'un esprit qui est malade ou blessé? Je qualifierais ce livre d'expérience littéraire, étant donné que l'auteur accorde une importance particulière à la musique. C'est la musique qui accompagne ces moments d'écriture d'ailleurs, et que même le personnage principal se sort de ses épreuves par une thérapie musicale, l'auteur a eu l'idée d'élaborer une liste de chansons qui accompagneront le lecteur et la lectrice dans les moments de l'histoire du livre. Donc, cette liste de chansons est vraiment inscrite sur le marque-page qui accompagne tous les chapitres de ce livre. J'ajouterai que les profits de la vente de ce livre seront versés à une association en santé mentale. Maintenant, je vais vous lire quelques extraits de ce livre « Envoie-moi un ange » pour vous donner une idée de l'ambiance générale. Je suis le témoin de l'histoire d'un homme qui a presque tout perdu. Banal, me direz-vous? C'est peut-être vrai. À vous d'en juger. Le récit que je vais vous raconter démontre que l'amour est une source de vie et d'espoir. Rien n'est gagné d'avance, et le destin s'écrit au fur et à mesure que le cœur lui dicte le chemin. Je suis assis dans une salle de spectacle. Tout est noir. J'entends les gens doucement chuchoter autour de moi. Les placiers, avec leurs lampes torches, raccompagnent les invités à leur siège par mesure de sécurité. Le spectacle de ce soir est très spécial, car il met en scène mon ami, cet homme qui a lutté et lutte toujours pour survivre dans ce monde. 10 ans auparavant, dans une petite ville quelque part au Canada, un jeune homme est sur le point de partir pour son service militaire. Il est accompagné par une très jolie jeune femme. C'est une jeune fille timide, d'environ 17 ans, aux cheveux brun clair qui tombent sur ses épaules. Ses yeux bleu-vert font rêver. De ses 5 pieds 6 pouces, elle a un corps menu et bien musclé. Sa peau est bronzée, au grain doux et soyeux. Son nom est Joyce Redman. Elle travaille pour la compagnie de son père, une exploitation forestière de la région. Lui, c'est un garçon de 5 pieds 8 pouces, avec de très beaux yeux bleus,
Son corps est presque celui d'un jeune athlète. Son nom est Frank Beck. Ils se connaissent depuis le secondaire. Il avait demandé à Joyce de l'accompagner pour son bal des finissants et depuis, ils sont restés de bons amis. Joyce a toujours refusé d'aller plus loin dans la relation car son âge était un obstacle pour ses parents. Sur le champ de bataille, celui qu'elle aime est pris au combat dans un feu croisé de l'ennemi. Les projectiles sifflent et ricochent autour de lui. Malgré la protection naturelle du terrain, personne n'est à l'abri de cette attaque. Soudain, une balle fait lever le sable devant et m'aveugle pour un instant. Dans un mouvement automatique, je frotte mes yeux afin de pouvoir reprendre le combat et voir ce qui se passe autour de moi. Ma vision revient lentement et les images ne sont pas claires encore lorsque je réalise que nous ne sommes plus seuls à cet endroit. Encore une fois, j'ai l'impression de rêver ou d'avoir des visions. Près de chaque compagnon, la silhouette d'un ange se dessine sous mes yeux. Ils sont cette fois habillés d'un gris clair. Ils sont à quelques pieds devant les soldats, comme pour recevoir les projectiles à leur place. La vision que j'ai est comme un vieux film de guerre en noir et blanc. Tout semble irréel, mais ce noir et ce blanc sont soudainement tachés de rouge. Ils ont beau vouloir les protéger, mais une balle est une balle. Comme des ambulanciers sur le champ de bataille, ils viennent aider les hommes. Cependant, ils aident ceux qui doivent partir avec eux. Frank est là, dans sa tranchée, et tente de poursuivre le combat. Mais l'attaque des insurgés est violente et constante. Un ordre est lancé du lieutenant Stewart par radio pour couverture aérienne. L'ordre est de la plus haute importance. Le lieutenant appelle un Broken Arrow et donne les coordonnées de la position ennemie. Le Broken Arrow, c'est lorsqu'un régiment est sur le bord d'être dissipé et que tous les avions, les hélicoptères et les drones doivent venir leur porter secours. Il s'écoule 5 minutes avant que le premier avion apparaisse pour la tâche. 5 minutes de terreur et de stupeur qui semblent durer 1 heure. Puis, comme un essaim d'abeilles, apparaissent les autres appareils qui balaient les insurgés. Un spectacle des plus grandioses du point de vue militaire. Pendant l'attaque, certains insurgés ont réussi à blesser certains de mes compagnons. À ma grande surprise, je ne vois plus Frank et sa position. Je décide de me rendre en rampant à son ancienne localisation. Arrivé près... À ma grande surprise, je ne vois plus Frank à sa position. Je décide de me rendre en rampant à son ancienne localisation. Arrivé près du cratère d'obus qui lui servait de couverture, je le vois étendu au fond. Il est sur le dos et je constate que son visage est couvert de sang. Pris de panique, je me dépêche de le rejoindre. La première chose que je fais est de prendre son pouls. Avec un grand soulagement, il est encore en vie, mais son pouls est faible. Ambulancier, ambulancier. Maintenant, je vous amène complètement ailleurs avec le livre de Danny Noël qui s'intitule « Anecdotes de taxi, effet cocasse ». Danny a étudié en sociologie à l'UQAM, mais il a travaillé pendant 25 ans dans le domaine du taxi. Tout d'abord comme répartiteur, mais surtout comme chauffeur de taxi, dans la région de la Montérégie et du centre du Québec. Il nous présente un recueil à saveur autobiographique, puisqu'il y raconte des faits vécus au cours de sa carrière de chauffeur de taxi. Ces histoires sont parfois troublantes, émouvantes, drôles. L'auteur mentionne également
que la clientèle d'un taxi, c'est comme une boîte de Fruit Loops. C'est une clientèle variée, puis il y en a pour tous les goûts. Il ajoute qu'il faut être le plus diplomate possible avec sa clientèle, puis parfois user de psychologie pour certains chauffeurs de taxi peut devenir vital. Voici 2 anecdotes. Une course payante. Au tout début de ma carrière de chauffeur de taxi, un certain soir, j'embarque un jeune homme au centre-ville qui veut aller au ciné-parc de Saint-Hilaire. Je lui explique que ça coûte environ 20 $ et il me répond qu'il n'y a pas de problème. On part donc pour notre destination. Dans l'entrée du ciné-parc, je me gare sur l'accotement et arrête mon minuteur. « Non, non, monsieur, n'arrêtez pas ici. Continuez d'avancer et n'arrêtez pas votre truc machin qui indique le prix. Car si ce soir je prends un taxi jusqu'ici, c'est parce que je veux voir le film Batman et Robin au ciné-parc. » Bien, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, jeune homme. À quoi vous pensez? Ça ne vous tentait pas d'y aller avec un de vos amis qui a une voiture au lieu d'un taxi qui va vous coûter une beurrée? Je ne sais pas, mais il me semble que le cinéma Le Paris existe encore. Oui, monsieur, je le sais. Mais non, je n'ai personne et le film, je veux le voir au ciné-parc. Ne vous en faites pas, j'ai de quoi payer. C'est là qu'il sort de sa poche. C'est là qu'il sort de sa poche de jacket une palette de 20 $. Et je ne vous mens pas. Le jeune avait sur lui une somme qui frôlait les 800 à 900 $ comme il faut. Mais ça n'a pas de bon sens. J'ai l'impression d'abuser de toi. Si nous restons ici tous les deux, ça peut coûter cher. Un bon 250 à 300 $ sans exagérer. Pas de problème, je me sens généreux et nous allons écouter ce film, que ça vous plaise ou non, sur le tarif de votre minuteur. Et je vous paye également le pop-corn, les friandises et la liqueur. Par contre, nous allons juste écouter un film, pour moi, ça suffira. Nous étions 2 à être heureux, lui en regardant son film et moi en faisant un super voyage facile, payant et amusant. Tout au long de la représentation, je n'arrêtais pas de dire dans ma tête que c'était donc bien le fun de faire ce métier-là, moi qui débutais à peine ma jeune carrière. Je trouvais ça vraiment bizarre ce qui m'arrivait. N'empêche que cette soirée-là a coûté un bon 357 $ avec le type qu'il m'a laissé en plus pour ce voyage. Le lendemain, quand je raconte ce périple à mes confrères, ils sont jaloux. Je leur dis « Que voulez-vous, mes amis? Avec moi, vous n'avez pas fini d'en voir des vertes et des pas mûres, car je suis l'exception à la règle dans tout. Quelquefois, c'est désastreux, mais je m'arrange toujours pour ajouter une pointe d'humour et de positif. » Un dénouement inattendu. Un début d'après-midi, en milieu de semaine, j'embarque un homme, début cinquantaine, pour un voyage extérieur. Il me demande de me diriger vers le quartier Rosemont à Montréal. Je lui dis que c'est environ un voyage de 80 à 100 $ et qu'il doit me donner un dépôt. Il sort une palette d'argent et je lui réponds qu'il peut me payer à destination seulement. Chemin faisant, on jase de tout et de rien. Rendu vis-à-vis de Sainte-Julie, il commence à me raconter sa vie. Sa femme l'a quitté et son ex-belle-mère prend pour sa fille. Sa vie n'a plus de sens, il veut leur régler leur compte. Il me montre un fusil et me dit qu'il va leur faire la peau. Genre de fusil à la James Bond avec un silencieux. Je le regarde et lui dis « T'es pas vieux. T'as quoi, 50 ans? » « 53, dit le client. Je n'ai pas d'antécédents criminels. J'ai eu jusqu'à présent une vie rangée. Silence. Je roule encore et je m'apprête à prendre le pont Jacques-Cartier quand je lui explique. Si tu tues juste ton ex, tu feras 25 ans. Un double meurtre, c'est au moins le double, j'imagine.
Même si l'on abrège, tu vas sortir à quoi? 70 ans minimum? Et ça, c'est si tu as une bonne conduite. Donc, tu en as jusqu'à 75 au moins. Est-ce que ça vaut la peine de se priver de sa liberté toute sa vie? Et là, tu es en maudit et enragé. On a dépassé le pont lorsqu'il me dit de retourner sur mes pas, qu'il avait changé d'idée. Comme quoi, j'étais un bon psy, il faut croire. Je lui avais fait entendre raison. Il devait être bien dépressif. Il m'a payé la course de retour. Le lendemain matin, j'ai écouté Salut bonjour pour entendre la chronique de Claude Poirier en priant pour qu'il ne parle pas du double meurtre. Le lendemain matin, j'ai écouté Salut bonjour pour entendre la chronique de Claude Poirier en priant pour qu'il ne parle pas de double meurtre. Et non, fiou! Sinon, je me serais sentie coupable et responsable. J'aurais pu être complice malgré moi. Je vous présente maintenant un roman policier intitulé Faux-semblant de Lise Fréchette. C'est une dame du centre du Québec qui signe ici son 4e livre. Elle a écrit auparavant une trilogie qui s'intitule La porte entrebâillée. Lise a travaillé longtemps auprès des aînés. Elle a été famille d'accueil pour les enfants handicapés et accompagnatrice auprès des jeunes ayant subi un traumatisme crânien. Ce livre raconte 2 tragédies qui sont survenues parallèlement, donc 2 enquêtes policières qui sont menées par Jean-Pierre Corbin. Premièrement, c'est une histoire d'amour entre Phil et Héloïse qui les mène jusqu'au mariage. Après le mariage, un secret inimaginable est découvert. L'atmosphère devient irrespirable. Les 2 époux sont tourmentés, l'un par la culpabilité et l'autre par la trahison perçue. Évidemment, un drame sévit. La seconde tragédie, c'est un accident de voiture impliquant plusieurs victimes, dont le docteur Livingstone et une infirmière, Clarence Fortin. Pour vous donner le ton du roman, voici 2 extraits. Le couple d'amoureux respecte toujours l'abstinence. Pour le mariage, ils se sont entendus sur la date du 11 octobre. L'automne, aux couleurs flamboyantes, une saison agréable. L'année scolaire déjà débutée, les jeunes mariés passeront 2 nuits à l'hôtel, non loin du mont Offord. Ils jouiront d'un décor splendide. À l'agenda est noté « Destination Italie, en juillet, voyage de noces, l'harmonie règne ». Depuis quelques semaines, Héloïse s'absente de façon régulière. Elle s'excuse et réaffirme. J'ai un suivi en ce qui a trait à ma santé. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Je veux être à mon meilleur pour toi, mon beau, mon petit mari. Je suis prête pour le grand saut. Je t'aime plus que tout. Je veux élargir ma vie affective et gagner en liberté. J'aspire à une vie simple et paisible. Pour tout te dire, je rêve d'une existence normale. Phil, devant ce sourire énigmatique, un regard interrogatif et dit sans plus « Ah oui? » Alors, je vous mentionnais que dans ce livre, il y avait 2 tragédies. Alors, je vous lis un extrait de la 2e tragédie. Ce qui est difficile dans un roman comme ça, policier, c'est de choisir les extraits pour ne pas trop en dire, pour laisser le suspense. Confortablement assis dans son fauteuil, Jean-Pierre Corbin s'empresse de découvrir le contenu du 2e rapport. Ah, les résultats des techniciens en scène d'accident de la police, s'écrit-il. Son attention se porte sur reconstitution de la scène. Le véhicule de M. Livingstone descendait la rue Sherbrooke. On spécule qu'il voulait ralentir compte tenu de la rue perpendiculaire plus bas. Les freins ne fonctionnent pas. L'auto de George Livingstone dévie vers la droite, coin Bury, et heurte le vélo d'Arnaud Cagelet.
Le corps de la victime demeure coincé sur la voiture. Et en quelques fractions de secondes, un camion emboutit le côté droit du véhicule de M. Livingstone, où Clarence Fortin est passagère. État mécanique du véhicule. L'expertise de nos collègues techniciens en scène d'accident a permis de découvrir un bris anormal de frein. On soupçonne que le tuyau du système de freinage a été délibérément coupé, ce qui a entraîné la collision et par conséquent la mort de plusieurs personnes. Pour ce qui est du camion de Guy Doucet, l'inspection n'a révélé aucune anomalie. Monsieur n'est pas en faute. L'impact de deux véhicules est dû, hors de tout doute, au manque de frein de la voiture de M. Livingstone. Révélation d'importance. Le suspect inconscient Révélation d'importance. Le suspect insouciant a oublié de porter des gants durant l'exécution de son plan. De l'ADN a été relevé sur le tuyau et analysé. Il a été possible d'obtenir une correspondance satisfaisante. Cet ADN appartient à vous de le découvrir. Je termine cette émission sur une douce note poétique, avec le recueil de Yolande Leblanc, Le jardin de mon cœur. Madame Leblanc est une octogénaire demeurant dans une résidence pour personnes âgées autonomes à Laval. Elle signe ici son 5e livre. Ses ouvrages précédents, 2 romans, un recueil de nouvelles poétiques et contes et 2 recueils de poésie. Je vous fais la lecture de 2 de ses poèmes. Une alliance au doigt. Lorsque les yeux de ma mère se sont fermés, seuls les souvenirs se sont condensés dans ma mémoire. Aujourd'hui, un lien tangible me tient la main. Le jonc de ma mère. Miroir infaillible, recueil de son cœur, imprimé en couleur. Joie, souffrance, doute, inquiétude, bonheur. Les émotions, les événements de toute une vie sont inscrits, dévoilant des secrets étouffés, des douleurs innommables, des bonheurs exaltants. Sans jugement, sans crainte, sans filtre, je les discerne. Ce jonc est argent ciselé, que je porte au doigt, me révèle le cœur aimant de maman. Ma terre aride. À travers les ronces et la terre desséchée, grâce à un soleil trop ardent, la pluie bienfaisante attend son heure. Rien ne vient troubler ma terre stérile, si ce n'est le vent hurlant sa rogne. L'attente d'une accalmie se prolonge. Ma gorge déshydratée, mon cœur agité, m'épuise peu à peu. Malgré les nuits fraîches, l'espérance a fui. Une pluie diluvienne de courte durée dépose sur mon faible espoir quelques perles de rosée. Clopinant, je poursuis mon allure sur ce sol poussiéreux à la découverte d'une source. Le désert cache ses propres ressources. En m'y abreuvant, l'eau pure s'est introduite dans ma terre, apaisant mon inconfort persistant. Pour ceux qui veulent se procurer ces livres, vous pouvez adresser votre demande à l'adresse courriel et au numéro de téléphone suivant, lescarnetsdameplume.com et au 819-356-2747. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Et comme citait Amélie Nothomb, un livre, c'est un détonateur qui sert à faire réagir les gens. À la prochaine.
Alors, je suis en compagnie de Donald Martel. Bonjour, Donald. Allô, Marie-André. On a une belle annonce à faire. Quelle est-elle? Bien, c'est important pour moi, toutes les annonces que j'ai faites, que ce soit l'autoroute 55 ou les milliards qu'on a investis dans le parc industriel de Bécancour, moi, ce qui me touche le plus, c'est d'annoncer des nouvelles écoles. On en avait déjà annoncé 4. Donc là, on annonce une nouvelle école, Curé-Brassard, à Nicolet, qui va être installée exactement ici. On parle d'une école de 12 classes avec un immense gymnase. Et les jeunes qui vont venir ici, ils vont avoir cette cour-là fabuleuse. Donc, en tout, là, on devrait avoir, je ne sais pas, 600, 700 élèves du primaire qui vont être ici. Pour moi, c'est vraiment une super annonce. Et c'est un actif considérable pour la ville de Nicolet. Et pour attirer, je pense entre autres attirer des nouvelles familles, Nicolet, ça va devenir un site à explorer extraordinaire. C'est une annonce qui te touchait particulièrement ce matin? Vraiment. Tu sais, on fait de la politique pas pour nous. En tout cas, je vais parler pour moi, là. Moi, c'est pour la relève. On a connu beaucoup de décroissance sur le territoire les dernières années. Et là, j'ai l'impression qu'on vit une croissance qui est stimulante. Les années qui s'en viennent pour la région, ils sont emballantes. Donc, je pense que Nicolet-Bécancour, pour les prochaines années, on va devenir un point très recherché pour beaucoup de gens. Merci beaucoup, Donald. Grand plaisir.